Bonjour à tous, c'est Nawak. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc je l'ai vu mardi en avant-première. Du coup, bon, j'ai laissé un peu refroidir la température histoire d'avoir un avis un peu plus à froid et non pas à chaud. Voilà, histoire de renverser la tendance. On va parler de ce film. Voilà, je vais plus aborder le film sous différents thèmes. Alors j'en profite, bon, pour faire une petite dédicace à Blue Sheet, voilà, et j'en profite également pour faire une dédicace à mon pote Ben, où quand je suis ressorti de la salle de ciné, j'ai eu l'impression de me dire T'es trop vieux pour ces conneries. voilà, donc bon, je pense qu'on est des putains de trentenaires à la con, des espèces de passéistes restés bloqués dans les années 90. Du coup, on en parle maintenant, c'est parti. Bon, alors je vais pas vous cacher, j'ai fait quand même quelques fiches pour avoir quelques traces du film. Donc voilà, donc on va commencer par le synopsis qui est on ne peut plus basique. Donc le film se passe 3 ans après les événements de Jurassic World 1. Donc le parc a été laissé à l'abandon, les dinos sont livrés à eux-mêmes et on apprend que le volcan de Nublar menace d'exploser. Alors Claire qui bosse pour une association, la DGP, la DPG, Dinosaur Protection Group, qui est destinée à préserver les dinosaures. Bon, bah, bien entendu, elle veut les sauver. Elle est aidée par ses employés, mais le gouvernement est contre. Et soudainement, il y a un milliardaire qui arrive et qui lui dit que lui aussi, il veut sauver les dinosaures, qui connaît une île où il peut les placer en sécurité. Voilà, Claire contacte Owen pour rapatrier également Blue, le dinosaure fétiche de Owen, qui se balade sur l'île. Tous ensemble, ils montent une expédition et sur place, ben malheureusement, Claire se rend compte qu'on l'a prise pour une bille, puisque l'employé veut sauver les dinosaures, mais non pas pour les transférer sur une île, mais pour les vendre sur eBay aux enchères. Voilà, et par-dessus tout ça, on a une espèce de nouvel hybride qui vient se greffer sur l'histoire, voilà, qui s'appelle l'Indoraptor. Donc, on va pas se voiler la face, d'un point de vue structure, je dis bien structure, on est un peu dans le schéma de Jurassic Park 2 The Lost World, c'est-à-dire une expédition, un safari, deux équipes différentes qui agissent pour des raisons différentes, hein. Il n'y a que le but qui change au final. Hein, dans The Lost World, c'était les dinosaures devaient être capturés pour être enfermés dans un zoo, alors qu'ici ils sont destinés à la vente pour servir d'armes de guerre ou je ne sais quoi encore. Enfin, un délire complètement universalien. Voilà. Je vous propose d'aborder le point suivant, la réalisation. Alors, le film est réalisé par Juan Antonio Bayona, ou en espagnol. Voilà, alors, on va pas... J'ai pas aimé le film, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas... non, j'ai pas du tout aimé le film, et putain... J'aurais voulu tellement l'aimer, voilà, parce que dès la scène d'introduction, on a l'impression d'être replongé dans la saga d'origine, dans Jurassic Park 1, qui je crois est le film qui a un peu bercé notre enfance. Et dès la scène d'introduction, on se dit, mais ça y est, on a enfin un mec qui a compris ce qu'on voulait, c'est-à-dire retrouver l'ambiance de Jurassic Park. Voilà. Et alors en termes de réalisation, c'est un film qui est vraiment magnifique. Je veux dire, on a des putains de jeux de lumière.
On a des effets de contraste, on a des plans tableaux. Alors, petit spoiler, bon, rien de bien méchant. On a par exemple la scène où le bateau, dans la première partie du film, après avoir capturé les dinosaures, le bateau s'éloigne de l'île. Là, on a vraiment un plan magnifique avec le ciel qui est sombre et à la fois orangé. Voilà. On a des mouvements de caméra, j'ai presque envie de dire chorégraphiques à certains moments. C'est-à-dire, on sent que Bayona est impliqué dans la réalisation de son film, qu'il se fait plaisir. Lors de l'intro, j'en reviens toujours à cette intro parce que l'intro est quand même ce qu'il y a de mieux réussi dans tout le film. Bayona s'en donne à merveille avec les jeux de lumière pour comment dire, pas qu'on voie le dinosaure, mais pour qu'on l'aperçoive furtivement. Voilà, et puis il apparaît vraiment petit à petit, et puis après il apparaît vraiment dans toute sa splendeur. Scène dans le film, vraiment bien foutue, où on voit, alors c'est pas un spoil, parce que cette scène est visible dans le trailer et dans les photos qui circulent sur internet. On a la patte de l'Indoraptor qui s'approche de la fille, comme ça, et on a vraiment ce contraste entre l'innocence, qui est symbolisée par la petite fille, et en contraste avec l'Indoraptor qui représente un peu comment dire, l'abomination. C'est vrai qu'on a ces petits clins d'œil aux vieux films des années 30, et même, j'ai envie de dire, même après années 30, voilà, on a par exemple une scène de nuit où l'Indoraptor est sur le toit du manoir. Du coup, il y a un effet de lumière vraiment remarquable. C'est vrai que visuellement, ça en jette. Il y a vraiment des plans magnifiques. C'est un film, d'un point de vue lumière, qui est très, je dis bien d'un point de vue lumière, il est vraiment sombre, très crépusculaire. Et il y a aussi toute la partie qui se déroule dans le manoir, je veux dire le manoir qui suscite un peu l'inquiétude, l'angoisse. Voilà. Le seul problème, c'est que le manoir est gigantesque, mais toute l'action se concentre sur 2-3 pièces maximum. Mais déjà, rien que l'idée d'avoir transposé une partie de l'histoire dans le manoir, c'est quand même une bonne idée. Voilà. Du coup, on reconnaît on reconnaît quand même la patte à Bayona. Alors Bayona, je suis d'accord avec un youtubeur qui disait que c'était un réalisateur, on sait directement qui il aime et qui il déteste. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, libre cours à son imagination de faire ce qu'il veut des personnages. Voilà. Le problème, c'est que ce schéma qui est propre à Bayona, qui est un peu sa marque de fabrique, dans Jurassic World Fallen Kingdom, ça ne s'applique pas. Pour la simple et bonne raison que tous les personnages sont clichés. Alors d'un côté, vous avez tous les méchants. Alors tous les méchants qui sont méchants parce qu'ils sont méchants, et donc forcément ils doivent crever, et de l'autre côté, vous avez tous les gentils qui sont gentils parce qu'ils sont gentils, et donc ils doivent survivre. Donc à partir de ce moment-là, l'empreinte de Bayona, non, on n'y adhère pas. Alors on a déjà Claire, voilà, alors Claire alors on a un revirement de situation en ce qui concerne Claire. Alors elle passe quand même d'une employée pour qui, dans Jurassic World 1, les dinosaures ne représentaient que des chiffres empilés dans un tableur, hein, c'était le bras droit de Masrani, et puis c'était quand même elle qui était à l'origine de la création de l'Indominus, parce que il fallait voir un dinosaure dans une cage, ça amusait plus personne, il fallait booster l'effet waouh, comme elle le disait si bien. Voilà, et là on la retrouve en espèce d'activiste écolo, vegan, sans aucune explication, à la tête d'une association qui œuvre pour le maintien des dinosaures. Voilà, alors bon, quand je dis ça, moi j'en ai parlé sur un groupe, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais quand tu prends The Lost World, Jurassic Park 2, à un moment on a Malcolm qui dit à Hammond au début du film:
Alors vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en 4 ans? C'est une prouesse. Voilà, le problème c'est que dans Jurassic ou dans The Lost World, c'est justifié. Hammond se justifie, il explique, même si c'est un peu maladroit, il explique pourquoi, pourquoi il est passé entre guillemets de capitaliste à naturaliste. Voilà, c'est un peu maladroit comme explication, mais il se justifie, alors que là, on n'a aucune explication. Concernant Claire, en fait, si on veut avoir l'explication sur ce revirement de situation, il faut acheter le bouquin. Alors je sais pas si c'est officiel ou non officiel, parce que là ils sont en train de nous pondre une espèce d'univers étendu à la Star Wars. Voilà, mais il y a un bouquin consacré au personnage de Claire Daring qui s'appelle The Evolution of Claire Daring. Voilà, donc le livre se passe avant Jurassic World 1 et après. Et d'ailleurs, on apprend dans le bouquin que Franklin, le geek de service, il travaillait déjà pour Claire à l'époque de Jurassic World, et on apprend que Sia, la paléo veto, elle avait fait une demande de stage pour travailler au sein du parc. Je crois que la palme d'or de la connerie est à attribuer au personnage interprété par Ted Levine. Alors, Ted Levine, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est celui qui interprète l'inspecteur, un inspecteur dans Monk, la série, voilà, qui est un très bon acteur. Le problème, c'est que là, ils ont signé l'arrêt de mort de l'acteur, parce que alors il interprète le rôle de Whitley. Alors c'est censé être le méchant par excellence, mais c'est une caricature de méchant. Alors on va commencer, c'est quand on voit Whitley, on a l'impression de voir une espèce d'anti-Roland Tembo. Roland Tembo qui était dans Jurassic Park 2, The Lost World. Alors on avait Roland Tembo qui était un chasseur, qui était charismatique, qui avait un côté grande gueule, qui en avait strictement rien à foutre du zoo, de l'Udlo, ça il s'en foutait complètement. Lui, tout ce qui comptait, c'était sa paye, son whisky, qu'on lui dise qu'il avait fait du bon travail à la fin de la journée, et se faire un T-Rex, un mâle, et rien qu'un mâle. Mais le truc, c'est que pour Tembo, on avait une évolution du personnage, c'est-à-dire notamment marqué par la mort d'Ajay, et où il prenait conscience qu'il avait mis les pieds dans la merde, voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui s'était engagé dans une mission suicide, mais complètement merdique, et au final, il préférait se retirer et en quelque sorte prendre sa retraite. Donc on avait vraiment... j'ai même pas envie de dire que Roland Tembo était un méchant. Je veux dire, c'est bon, il jouait un peu le rôle de méchant, entre guillemets, mais c'est le méchant qu'on aimait détester et qu'on détestait aimer. Mais il y avait, je veux dire, il y avait un travail autour du personnage. Le personnage était travaillé. Là, Whitley, mais il est con. Mais c'est même pas, il est con. Ce mec est une insulte à la connerie. Alors en plus, pour accentuer ce côté con, alors on nous montre qu'il collectionne les dents d'animaux. Et on a une scène complètement absurde où il arrache la dent d'un stégosaure. On a une scène aussi complètement what the fuck où il rentre dans la cage de l'Indoraptor pour lui arracher une dent, parce que bon, visiblement il collectionne les dents, c'est des espèces de trophées, il doit être fétichiste, voilà. Mais et quand on le découvre pour la première fois, on a un plan en contre-plongée où on le voit comme ça, souriant, avec son chapeau, en mode je suis le méchant. Et à partir de là, c'est comme ça pour tous les personnages. Mais Whitley, je crois que c'est le mec qui m'a fait détester le film. Il n'y a aucune consistance, il n'y a rien. Je vous dis, on a des films où on a des méchants, on a des films où on a des méchants caricaturaux, mais ce mec est une insulte à la méchanceté.
mais il est con, il est moche, il sert strictement à rien, il n'apporte strictement rien. C'est à croire que les producteurs se sont tirés une balle dans le pied en décidant de pondre ce personnage. Alors on a le personnage de Maisie. Alors perso, je trouve que c'est le personnage le plus le plus intéressant et à la fois le plus intriguant. C'est un personnage qui est très mystérieux et c'est vrai qu'autour de ce personnage, parce qu'on sait que Bayona, un peu comme Spielberg, il aime beaucoup tout ce qui se rapporte un peu à l'enfance. Voilà, on retrouve ce thème de l'enfance donc qu'on avait chez Spielberg, mais j'ai envie de dire que c'est presque inversé. C'est-à-dire chez Spielberg, on a cette espèce de magie de l'enfance, alors que chez Bayona, l'enfance elle est teintée un peu de mystère, d'angoisse, d'inquiétude. Voilà, on a beaucoup de scènes où elle est seule, donc ça renvoie un peu à la solitude de l'enfance. En plus, dans ce manoir immense où elle a grandi, l'enfant qui est confronté un peu à elle-même, voilà. Et Macy, c'est vraiment un très bon personnage. On a ensuite le personnage de la gouvernante, alors interprété par Géraldine Chaplin. Donc c'est un personnage qui aurait pu être intéressant, parce que dès qu'on la voit, elle est quand même flippante. Donc elle joue le rôle d'une gouvernante, voilà, c'est elle qui s'occupe de Macy. On la voit, elle est habillée tout en noir, voilà, donc elle a un look un peu qui suscite un peu l'angoisse, voilà. Mais le problème, c'est que son personnage n'est pas du tout développé, voilà. En ce qui concerne Owen, ben j'ai envie de dire que Owen est dans la continuité de Owen. Owen fait du Owen, donc j'ai l'impression que le personnage a été quand même un peu mis en retrait par rapport au 1. Mais bon, son personnage, on est toujours dans la même j'ai envie de dire dans la même routine, quoi. C'est-à-dire côté sérieux, côté blagueur, côté sérieux, côté blagueur, côté sérieux, côté blagueur. Mais bon, ça c'est quelque chose qui avait été exposé depuis Jurassic World 1. Donc on y adhère ou on n'y adhère pas, ça c'est libre à chacun. Après c'est j'ai envie de dire que bon, bah c'est vrai que Chris Pratt c'est Star-Lord, c'est les Gardiens de la Galaxie. Bon voilà, c'est un acteur surtout qui est fait pour le comique. C'est vrai que le sérieux, le côté sérieux, ça lui va pas trop, mais ça m'a pas plus gêné, que ça. C'est ils ont quand même conservé le personnage d'origine. Dans tout ce qui est comique, il est génial, mais après, le problème, c'est que quand il a son côté sérieux, le problème, c'est que on voit qu'il se force. Il se force le côté sérieux, même quand il a... même par exemple, quand il est confronté à l'Indoraptor, à aucun moment on a l'impression qu'il est flippé, quoi. On a l'impression que... on a l'impression qu'il a peur, mais c'est trop forcé, en fait. On a ensuite le personnage de Lockwood. Alors, Lockwood, très bon perso. Bon... il apparaît, et c'est vrai qu'il accentue un peu le côté mystérieux, et puis il permet d'en connaître un peu plus sur l'origine, j'ai envie de dire, entre guillemets, de Jurassic Park et de la saga, puisqu'on apprend qu'il bossait, je crois, il me semble, il bossait avec Hammond, voilà, et puis bon, ils ont eu un petit différend, voilà, mais... c'est toujours pareil, mais bon, ça c'est propre à Bayona, quoi. C'est-à-dire, on a un personnage qui est mystérieux, qui suscite un peu l'inquiétude et qui en même temps suscite le suspense. On a envie d'en apprendre plus. Et puis finalement, ben, Bayona, alors on sait pas si c'est délibérément ou s'il le fait pas exprès, mais au final, on a l'impression que Bayona nous met une espèce de barrière en mode, bah non, vous n'en saurez pas plus sur ce personnage. Et enfin, pour terminer, je vais terminer avec Sia.
et non Zia. Voilà, alors bon, elle c'est le personnage également cliché par excellence, donc elle est paléo-vétérinaire, bon, elle est un peu grande gueule, et au final, bah, on la voit très peu. Au final, elle a très peu de scènes qui lui sont propres. Voilà, on a Franklin qui est là juste par utilité. Voilà, c'est le geek de service. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bah, au final, on a un film. Alors, on a quand même un film ultra vendeur parce que on a quand même le black de service, l'asiatique de service, alors qui n'est pas Zia parce que Sia n'est pas asiatique, mais espagnol, voilà, mais on a l'asiatique de service qui est vu, c'est un enchérisseur, voilà, on a le russe de service, alors là je veux dire, il y en a vraiment pour, c'est ce que disait un youtubeur sur notre vidéo, il y en a vraiment pour tous les pays, voilà, c'est le film qui va se vendre partout, voilà, mais en termes de personnages, ben en fait, le gros problème, c'est que on a des personnages qui existent uniquement par leur fonction. C'est un peu ce que je vous disais pour Whitley, c'est un peu toi t'es le méchant parce que t'as une gueule de méchant, donc tu seras le méchant. Et pourquoi t'es méchant? Bah parce que t'es méchant. Et en plus t'es méchant, mais en plus t'es con. Donc comme t'es con et méchant, bah t'as toutes les chances de crever. Voilà, c'est un peu dommage d'en arriver là en 2018 où on a des personnages qui sont creux, qui ne sont pas consistants, qui ne dégagent rien. Voilà, on a des personnages qui se contentent de remplir un cahier des charges en fait. Voilà, voilà, c'est des espèces de persos. Il faut qu'un personnage occupe telle fonction. Il faut qu'un personnage occupe telle fonction. Pourquoi? Mais on s'en fout. Comment? Mais on s'en fout. Il faut juste qu'il ait telle fonction. Du coup, bah, ça me permet de me diriger sur la partie suivante, le scénario. Et c'est là, malheureusement, toute la faiblesse de ce Jurassic World Fallen Kingdom, c'est le scénario. Parce qu'on a un scénario basique, en fait, comme tous les Jurassic Park. Vous prenez tous les Jurassic Park, le 1, le 2, le 3, les scénarios sont basiques, voilà, mais et même c'est vrai que dans la trilogie d'origine, on a quelques petites incohérences, ça je vous l'accorde, ok, mais le problème de Jurassic World Fallen Kingdom, c'est qu'on a un puits, on a j'ai presque envie de dire qu'on a une faille d'incohérence, d'illogisme, de what the fuck qui nuisent à la progression de l'histoire. C'est-à-dire, il y a des moments où on se dit mais stop, arrêtez, c'est pas cohérent. Donc forcément, comme c'est pas cohérent, comme c'est tellement gros, l'histoire ne peut pas continuer. Faites autre chose, changez, prenez une autre direction, mais continuez pas dans ce sens-là. Et le problème, c'est que les scénaristes enfoncent des portes, non pas ouvertes, mais enfoncent des portes qui sont bien fermées, mais ils les enfoncent à fond pour continuer dans leur logique à eux, qui pourtant est complètement illogique. Alors on a par exemple, alors c'est pas un spoil, on le voit dans le trailer, on a Owen qui court dans une nuée ardente. Je suis désolé, mais c'est impossible, c'est incohérent. Alors on a une scène aussi complètement what the fuck, donc c'est dans la première partie, alors spoil, alors c'est pas du spoil parce qu'en fait cette scène est sur l'affiche du film, voilà, c'est l'affiche du film, voilà, donc on a l'explosion du volcan, voilà, on a tous les dinosaures qui tentent de fuir l'éruption, voilà. On a Owen, Claire et Franklin qui sont à côté d'une gyrosphère en train d'essayer de s'abriter des dinosaures. Voilà. Et là, on a un dinosaure, donc le Carnotaure, si je me souviens bien, qui arrive, qui s'arrête en mode pause déjeuner. Voilà, on a une espèce de faux moment de suspense, parce qu'on sait très bien que ni Owen, ni Claire, ni Franklin ne vont se faire bouffer. Voilà, et qui intervient?
le T-Rex, naturellement. Donc le T-Rex de Jurassic Park 1, qu'on retrouvait dans Jurassic World 1. Voilà, donc le T-Rex tue le Carnotaur et elle repart tranquille pour fuir l'éruption. Voilà, et en ignorant Owen, Claire et Franklin, et en mode tranquille, voilà. Non, c'est... non. On a aussi l'Indoraptor. Alors, l'Indoraptor qui est quand même enfermé dans une cage. Donc, bon, on sait pas trop depuis quand. Et pour justifier l'évasion de sa cage, on prend le Whitley. Vous savez, le personnage qui est une insulte à la connerie. Voilà, on le fait entrer dans la cage parce que il collectionne, comme je vous l'ai dit précédemment, les dents de dinosaures. Il se fait tuer, naturellement. Voilà, alors à noter qu'il n'y a pas de sang, hein. Voilà, il se fait arracher un bras, le mec, mais aucune trace de sang, mais c'est pas grave. Et du coup, l'Indo peut s'échapper tranquillement. Voilà. On a aussi ce mystérieux retour sur l'île. Alors en fait, je vous explique. Jurassic World 1, donc le parc a fermé. Les familles qui étaient dans le parc, qui avaient visité le parc, qui s'étaient fait attaquer, ont porté plainte. Le gouvernement est au courant. Tout le pays est au courant. Le monde entier est au courant. Claire demande à sauver les dinosaures de Nublar qui va péter. Le gouvernement est contre, mais par-dessus ça, vous avez un mec mystérieux, donc le dénommé Miles, qui lui a la possibilité de faire évacuer les dinosaures comme ça, on sait même pas comment, sans que le gouvernement le sache. Voilà, et quand je dis ça sur je sais plus quel groupe, on commence à me dire oui, la loi d'un État aux États-Unis, la loi d'un État sur un autre, c'est pas du tout la même réglementation. Et puis il faut pas oublier qu'il y a des zones où il y a les eaux équatoriales qui ne sont soumises à aucune législation. Voilà, mais je veux dire, non, non, on est dans de la fiction. Alors même si on est dans de la fiction qui, bon, par exemple, je prends Jurassic Park, même si c'est fictif, mais ça partait d'une possibilité scientifique, d'un questionnement scientifique, à savoir s'il était possible de recréer un dinosaure. Non, faut arrêter de chercher si loin. Je veux dire, le gouvernement est au courant. Forcément, si le gouvernement est au courant, ils ont quand même mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir surveiller l'île pour qu'aucun dinosaure ne s'échappe. D'ailleurs, Malcolm le dit lors du procès, il faut les laisser crever. Voilà, mais on a quand même une mystérieuse expédition secrète qui arrive à se faire avec un paquebot gigantesque, donc qui n'est surveillé par aucun radar, qui n'est surveillé par aucun satellite. Ça passe non, je suis désolé, c'est pas du tout non, c'est pas du tout crédible. On a aussi la scène du Stiggy, donc le Stiggy qui est grosso modo un cousin du Pachycephalosaurus, donc qu'on retrouve dans Jurassic Park 2 The Lost World. Voilà, donc c'est un dinosaure de taille moyenne, il arrive à défoncer un mur et une cage. Par contre, les gros dinos, eux, style ankylosaure, stégosaure et tout, qui auraient juste à pousser la porte de la cage pour s'évader, bah non, eux ils n'y arrivent pas. Par contre, lui, oui. D'autant plus qu'il y a une scène avec le Stiggy, bon, qui est marrante, je vous dis pas laquelle, vous le saurez. Bon, oui, elle est rigolote. La scène en elle-même est rigolote. Le problème, c'est que le Stiggy est tellement mal réalisé, enfin, c'est pas qu'il est mal réalisé, c'est le rendu CGI qui est dégueu, que ça donne à la scène un aspect complètement cartoonesque. Bizarrement, il s'en prend à tout le monde, sauf à Owen et Claire, qui sont pourtant juste à côté de lui. Alors pour revenir à notre cher Indoraptor, il y a quand même 3 trucs que j'ai relevés. Donc, alors il y a quand même un truc qui m'a saoulé, c'est lorsqu'il est en liberté, il se focalise sur la gamine. Et on sait pas
pourquoi le dinosaure fait des putains de détours, passe par les escaliers, passe par des étages et tout. À un moment, il passe à côté de la gouvernante, il la zappe. On a un plan où il pourrait se faire facilement Owen et Claire, il les zappe. On a aussi l'Indoraptor téléguidé prototype. Alors en gros, je vous explique. Alors téléguidé, pourquoi? Parce que tout simplement, on nous le présente. Voilà, il est dans la cage et on nous dit que dans une situation de conflit, voilà, un soldat a juste à sortir son arme, voilà, à pointer la cible avec un laser, il active un petit bouton et l'Indoraptor se jette sur la cible. Voilà, voilà où on en est réduit en 2018. L'Indoraptor nous est présenté comme un prototype. Voilà, ça me fait penser un peu comme, vous savez, à l'époque, ou même encore maintenant, enfin je sais même pas parce que si, mais à l'époque de la PlayStation et compagnie, on nous donnait des démos. Voilà, donc c'était des jeux qui n'étaient pas finalisés, hein. Donc là c'est un peu la même chose, on a un Indoraptor version bêta, voilà, et on nous dit bien qu'il n'est pas à vendre. Voilà, le commissaire-priseur, qui est interprété par Tobias Jones, il me semble, dit bien, c'est une version non officielle, c'est un prototype, il n'est pas à vendre. Et là, on a le Ruskov de service, lors de la présentation, qui dit « Moi, j'offre 25 millions de dollars !» Et à partir de là, tout le monde surenchérit, surenchérit, surenchérit. Et on a même Wu qui dit « Mais attendez, arrêtez, c'est un prototype, il n'est pas finalisé. » Parce que bon, grosso modo, c'est pas un spoil, je vous spoile pas, mais pour que le dinosaure soit finalisé, ça me fait chier de dire ça, putain. Enfin, l'hybride, on va dire l'hybride, voilà, parce que c'est pas un dinosaure, c'est un hybride. Pour qu'il soit finalisé, il lui manque une pièce, on va dire, pour le rendre un peu plus docile. Voilà, donc du coup, il n'est pas à vendre. On a ce plan, mais complètement vulgaire, mais complètement con, mais complètement méprisant, où on voit la somme en dollars des offres faites par les acheteurs qui s'affichent sur l'ordinateur et se refléter sur les lunettes de Miles, donc l'employé de Lockwood, qui ne pense qu'à se faire du fric. Voilà, et mais c'est du n'importe quoi. Non, c'est pas... Non, c'est... Non. On a ensuite incohérence, syllogisme, bon... je veux dire, là on n'est plus à ça près, mais bon, on a Maisie pour échapper à l'Indoraptor. Bon, même si la scène est bien faite, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, le contraste... le contraste pureté symbolisé par l'enfance, par l'enfant, et le contraste avec l'Indoraptor qui traduit l'abomination. Voilà, mais on a quand même Maisie qui prend le choix de se cacher dans son lit. Elle n'irait pas se cacher dans un placard, elle n'irait pas se cacher sous son lit. Quand je dis elle se cache, c'est façon de parler, parce que elle se glisse dans son lit et elle remonte la couverture jusqu'au niveau du cou. C'est... Non, ça ne passe pas. Voilà. On a aussi l'Indo qui sourit. Alors il y en a qui m'ont dit sur internet, non, il ne sourit pas, c'est un spasme musculaire qui laisse penser qu'il sourit. Eh ben non, non, ça a été confirmé sur d'autres sites. L'Indoraptor sourit. On a un putain d'hybride de merde qui en plus pourrait très bien ne pas exister, parce qu'au final, il est pas du tout important dans l'histoire. Il apporte strictement rien. Enfin moi c'est mon point de vue. Voilà. Il sourit. Donc je crois que bon bah là on a fini on a achevé le tableau, hein. Y a pas à dire. Et puis bon bah à la fin tous les méchants meurent comme d'habitude, ça remplit le cahier des charges. Voilà. Et pour terminer dans les incohérences et compagnie, alors on a le mystère de Maisie. Donc alors attention,
spoiler, donc, mais bon, je vous dis, les spoils, en fait, ne vous empêchent, ça vous empêchera pas forcément d'apprécier ou de détester le film. Voilà, il faut vraiment, c'est un film à voir pour sa réalisation et non pour son histoire en fait. Voilà, mais Maisie, voilà, donc il y a toute une espèce de mystère qui est dessiné autour de Maisie. Voilà, et on apprend que Maisie est un clone en fait. On apprend que Maisie est le clone de la fille de Lockwood. Voilà, et justement, on apprend que Lockwood et Hammond ont eu une petite altercation. Du coup, ils ont décidé de se séparer. Voilà, Lockwood avait une fille qui est morte, bien entendu, dans un accident de voiture. Voilà, ils sont allés au plus simple, hein. Et du coup, n'ayant pas supporté la mort de sa fille, il a décidé de la cloner. Voilà, alors, il faut ça, il y a pas mal de gens qui ont gueulé, moi le premier d'ailleurs, voilà, mais c'est vrai que le clonage est quelque chose qui est abordé dans le livre dans Jurassic Park, dans le bouquin, et c'est également le point de départ de l'explication de John Hammond. Hello, John. Hello, John. Hello, John. Hello. Hello, John. From what? Et c'est le point de départ qui explique comment ils en sont venus à la modification génétique permettant de recréer les dinosaures. Voilà. Alors malgré tout, il y a quand même quelques bonnes idées dans ce film. Moi j'ai particulièrement aimé l'origine story de Blue, quand on la voit tout bébé. Voilà, avec Owen. On voit Blue quand elle est bébé, et puis on la voit en train de se faire apprivoiser entre guillemets par Owen. Et bon, moi personnellement c'est pas j'ai trouvé cette scène assez bien menée, bien glissée. On n'est pas dans la surenchère. Voilà, ouais, c'était sympa. Du coup, je vais enchaîner sur la moralité du film. On est toujours dans la même moralité, hein, l'homme qui se prend pour Dieu, qui essaye d'aller toujours plus loin, voilà, quitte à faire de grosses conneries, et puis bon, ça se retourne contre lui, c'est toujours le même blabla habituel, voilà. Mais la moralité du film, est-ce qu'il y a une moralité par rapport... Moi je trouve par exemple la scène avec Maisie en tant que clone, bon, l'idée était bien, c'était bien mené. Le problème c'est que c'est complètement torché. Voilà, donc alors là c'est même pas un truc d'incohérence, là on n'est plus dans l'incohérence ou dans l'illogisme, là c'est quelque chose qui est vraiment torché, parce qu'en fait vous avez Owen, Claire et la gamine qui tentent de s'enfuir, et puis vous avez Miles qui passe, qui lui aussi tente de s'enfuir, parce que bon l'Indoraptor est en train de trucider tout le monde. Voilà, et puis il discute avec eux. Claire lui dit mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait là, vous avez foutu la merde et tout, vous m'avez menti, pourquoi vous avez fait ça et tout. Et puis alors ce que j'ai aimé, c'est quand Miles lui dit à Claire, lui dit mais attendez Claire, ce que vous aviez fait à l'époque de Jurassic World 1, c'était pas mieux. Vous aussi vous éleviez des dinosaures en cage, donc vous n'avez pas à me juger. Il y a une espèce d'effet miroir où il lui dit mais globalement il lui dit mais attends, t'es qui pour me juger, parce qu'il y a 3 ans toi aussi tu faisais de la merde comme moi. Par contre, ce qui est torché, c'est durant l'échange entre Mills, Claire et Owen. Mills parle à Claire, et puis il lui dit comme ça, mais la gamine là, hein, celle que vous tenez entre les mains, vous croyez que c'est quoi? Bah c'est un clone. Mais non, putain, mais... Ouah, putain, mais non. Non, on n'amène pas un sujet aussi, je veux dire, délicat comme ça. C'est torché, quoi, c'est... Voilà, le mec, c'est en guise de... Pour se défendre de ce qu'il a fait, c'est... Mais la gamine, là, vous croyez que c'est quoi? C'est un clone. Voilà. Elle aussi, elle est issue de manipulation génétique. Du coup, la moralité du film, moi, je vais la chercher un peu plus loin, en fait. Et je pense même que je vais chercher trop loin, et je sais pas si c'est
intentionnelle de Bayona. Pour moi, la morale du film, je me demande si elle se situe pas au niveau de l'Indoraptor. Parce qu'en fait, l'Indoraptor, on a presque de la peine pour lui, en fait. C'est un dinosaure c'est un hybride qui n'est pas terminé, et qui est pas achevé. Voilà, qui est victime de la connerie de l'homme. Et le fait que ce soit un prototype, est-ce que ce ne serait pas un peu aussi une critique de l'industrie du cinéma actuelle et du fonctionnement de l'industrie cinématographique actuelle? C'est-à-dire où on vous vend des films formatés, qui remplissent le cahier des charges, qui remplissent un calendrier imposé. Et au final, quand on va voir ces films, bah, qu'est-ce qu'on se dit? Mais attends, le film était bien, mais on a l'impression qu'il n'est pas terminé. Voilà. Est-ce que c'est pas un écho aux réalisations actuelles où on a des films en fait qui se contentent simplement de remplir un cahier des charges et de répondre aux exigences complètement farfelues des spectateurs, et au final on vous vend un produit qui n'est pas achevé. J'ai l'impression qu'indirectement c'est aussi une critique de l'industrie du cinéma. Voilà. Alors chez Trevorrow c'était bienvoyant, voilà. Et chez Bayona, j'ai envie de dire que c'est plus subtil. Voilà. Et c'est vrai, l'Indoraptor, on nous avait dit l'Indoraptor sera effrayant, l'Indoraptor vous fera sursauter, on nous avait promis des scènes d'angoisse, alors qu'en fait non, il y a beaucoup de scènes qui suscitent l'inquiétude, le mystère, mais le film n'est pas du tout horrifique et tout. Bon, on sent quelques influences style Alien, Dracula, même le loup-garou de Londres. Lors d'une scène, mais non, le film ne fait à proprement parler, il ne fait pas peur, mais le fait, cet Indoraptor, en quelque sorte, on a presque pitié de lui. Ça renvoie un peu à ce qu'on nous balance à l'heure actuelle au cinéma, c'est-à-dire des films qui sont pas terminés, qui sont pas achevés, et voilà, et qui vont faire du fric. Est-ce que quelque part nous, c'est pas nous qui les enchérisseurs? Parce qu'on demande. Voilà, on demande sans arrêt. Quand on voit les mecs qui enchérissent, parce qu'ils veulent un dinosaure qui mastoque, qui est impressionnant, mais qui est pas finalisé, et ils sont prêts à dépenser une fortune, bah, au final, c'est nous, quoi. Donc, dernière partie de cette analyse, donc le fanservice. Alors le fanservice, il y en a plein. Alors il y en a, ça passe, il y en a malheureusement, ça passe pas. Alors par exemple, alors c'est du faux fanservice. Moi personnellement, j'ai eu l'impression par moments que c'était vraiment du faux fanservice. Alors on a par exemple la partie sur l'île. Alors attention, mini spoiler, hein, il n'y a rien de grave. Quand ils arrivent sur l'île, Sia, le premier dinosaure sur lequel ils tombent, c'est un brachiosaure. Voilà. Et quand ils quittent l'île, après avoir embarqué tous les dinosaures dans le bateau, le dernier dinosaure qui reste sur l'île, c'est le brachiosaure. Et ça renvoie un peu à Jurassic Park 1, où le premier dinosaure qu'on voit, bah, c'est Alan Grant qui découvre le brachiosaure. Voilà. Et il y a, comme je vous ai dit, ce phénomène de boucle, c'est-à-dire on arrive sur l'île, on voit un brachiosaure, et on quitte l'île, on voit un brachiosaure. Voilà. Deuxième fanservice que j'ai relevé, bah, la Ford Explorer, donc qui avait été envoyée dans le vide par Rex dans Jurassic Park 1. Donc on la retrouve dans Jurassic World 2. Donc c'est la même, hein, puisque c'est celle du 1. Moi, ce qui m'a fait chier, alors la voir, c'était génial, c'était sympa de la revoir, voilà, parce que ça nous montre vraiment qu'on est sur Nublar, voilà. Mais ce qui m'a vraiment fait chier, c'est ce gros plan où la lave arrive sur la Ford Explorer, et on voit la Ford Explorer se consumer, voilà. Pourquoi le montrer en gros plan, quoi? J'ai l'impression qu'ils se sont dit
qu'indirectement, on nous dit, arrêtez, c'est fini, il faut oublier la saga originale, voilà, il faut... c'est fini, on repart sur une nouvelle trilogie, donc on oublie le passé. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport à Lockwood, donc bon, je vous dis pas ce qui se passe, mais on a ce plan, alors il me semble que c'est au ralenti, mais pas sûr, mais je crois que c'est au ralenti, où il a la canne de la même canne de Hammond, voilà, et puis la canne tombe, et le pommeau qui est fait d'ambre, qui renferme le moustique, on a le pommeau qui se brise en 1000 morceaux, tout ça filmé au ralenti, ce qui symbolise un peu vraiment, enfin pour moi personnellement, c'est vraiment, on oublie Jurassic Park 1, c'est terminé. Mais pourquoi nous montrer du fanservice pour ensuite le détruire? Est-ce que c'est vraiment la peine de nous dire, limite, vous nous faites une espèce de doigt d'honneur en mode arrêtez les passéistes, arrêtez avec ah, c'était mieux avant, et tout ça. Non, il n'y a pas besoin, je veux dire... vous nous déjà terminez votre trilogie et après on en reparle. Mais là on nous balance du fanservice et ensuite on le détruit. Voilà. Et c'est quoi le but? Voilà. Je demande simplement à pourquoi. On a une fin complètement je sais pas quoi dire de la fin. Donc alors attention, spoiler. Donc grosso modo, tous les dinosaures sont enfermés dans le manoir, donc voilà. D'ailleurs, on nous avait promis plein de dinosaures, on nous avait dit c'est l'épisode qui réunira encore plus de dinosaures que tous les volets réunis, voilà. Et au final, ça se passe sur une scène, voilà, puisque la plupart du temps, les dinosaures sont enfermés dans des cages, donc il ne se passe strictement rien, voilà. Et la fin, en fait, c'est à la fin, les dinosaures sont menacés de mourir par un gaz qui ressort du manoir. Et Claire a le choix entre, on nous montre, il y a un bouton, il suffit juste d'activer le bouton et les dinosaures peuvent s'échapper. Ou alors, si elle n'appuie pas sur le bouton, les dinosaures sont condamnés à mourir. Et Owen lui dit bien, attention Claire, si tu appuies sur le bouton, tu libères tous les dinosaures dans la nature. Alors tous les dinosaures, façon de parler, parce qu'il n'y en a pas 50 000 espèces, et en plus, ils sont pas tous par couple. Claire prend la décision de vouloir, enfin on voit sa main s'approcher du bouton pour libérer les dinosaures, et puis au final, elle n'appuie pas sur le bouton. Et qui appuie sur le bouton? Maisie. Et Maisie qui dit il faut les libérer parce qu'au final, les dinosaures, ils sont comme moi, et moi, je suis comme eux. J'ai été victime de la stupidité des hommes, et eux aussi ont été victimes de la stupidité des hommes. Voilà, et c'est non, c'est juste merdique, c'est non. Et j'ai lu d'ailleurs sur Twitter un gars qui avait fait un parallèle un peu délicat, ça m'avait un peu gêné. Et le mec avait dit ça évoque un peu l'Holocauste. Et je me suis dit ouais, je me suis dit c'est pas faux quoi. Et non, je veux dire ça n'a pas du tout sa place là-dedans quoi. On est dans Jurassic Park, on est dans Jurassic World. Bon, que les dinosaures soient gazés, d'accord, mais qu'après on nous foute la gamine qui dit je suis comme eux, donc en gros si vous décidez de les gazer eux, vous me gazez moi, bon alors d'accord c'est un clone, elle est pas 100% naturelle, d'accord, mais c'est quand même un être humain, c'est forcément, je veux dire c'est forcément on pense à cette sombre période de l'histoire, et non on peut pas on peut pas jouer comme ça avec l'histoire dans l'histoire quoi, c'est non, il suffisait simplement soit Claire appuyait sur le bouton, ou soit elle appuyait pas sur le bouton et puis clap de fin quoi, voilà, et puis après ils se débrouillaient pour la suite, pour nous pondre une espèce de pirouette scénaristique qui puisse justifier un troisième épisode.
Voilà, mais non. Et puis surtout le fait que ce soit la gamine qui intervient, je m'y attendais pas, franchement je m'y attendais pas. Je me suis dit Claire va appuyer sur le bouton, voilà, on la voit appuyer, on voit qu'elle va appuyer sur le bouton. Owen lui dit bien attention, si tu appuies sur le bouton, on court à la catastrophe. Elle enlève sa main, on se dit bon bah c'est bon, les dinosaures vont y passer, c'est bon, on va chialer, c'est bon, voilà. Et la gamine vient appuyer sur le bouton. Non, je suis désolé, mais pour moi, ça ne passe pas. Alors, il y a ceux qui disent, ouais, c'est un super film parce que c'est Bayona derrière la caméra. Mais non, putain, mais je veux dire, ça pourrait être Christopher Nolan, ça pourrait être le pire réalisateur du monde, ça pourrait être Luc Besson, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas parce que c'est Bayona qui réalise le film que c'est forcément un chef-d'œuvre. Voilà, il a su apporter sa touche, sa marque de fabrique, comme je le disais tout à l'heure. Il a su l'apporter à certains moments du film. Voilà, c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est ce qui sauve le film. Mais non, c'est pas parce que c'est Bayona que c'est un chef-d'œuvre. Ça manque d'arguments, quoi. Quand là, hier, je voyais une vidéo où le gars disait, je sais plus qui disait, ouais, faut aller le voir, franchement, c'est le meilleur Jurassic World, et tout ça. Alors déjà, la trilogie n'est pas finie, donc on peut pas vraiment juger pour savoir si c'est le meilleur épisode, sachant que là, la campagne virale pour le 3e épisode a commencé. Donc sachant que le film sort dans 3 ans à peu près, ils ont déjà commencé la campagne virale du 3. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais faut pas oublier qu'ils ont mis Bayona sur un film, sur une franchise qu'il ne connaissait pas. Même lui, il l'a dit. Il a connu Jurassic Park, il a connu Jurassic World 1, il a adoré, mais il l'a dit lui-même dans une interview. C'était un challenge pour lui. Donc forcément, voilà, il savait pas trop sur quel pied danser. Et malheureusement, ça se ressent par la faiblesse de l'écriture scénaristique. Voilà, donc on retrouve Bayona en termes d'ambiance, j'ai envie de dire, oui, on retrouve Bayona, mais sur le film en lui-même, le film en lui-même, je suis désolé, mais le film en lui-même est pauvre. Voilà, il y a pas d'autre mot. Le film en lui-même, voilà. Et même en termes de CGI, en termes d'effets spéciaux et tout ça, vous prenez Jurassic Park 1 et vous prenez Jurassic World 2, mais il n'y a aucun fossé, il y a pratiquement aucune différence. J'ai envie de dire, la scène de Jurassic Park 1 où Rex s'échappe de l'enclos, je veux dire, c'est du CGI également, elle est 1000 fois plus classe que les effets spéciaux de Jurassic World 2. Voilà, alors en même temps, vous allez me dire, oui, mais la scène se passe de nuit. Donc là, j'ai envie de dire, vous avez raison, donc la scène se passe de nuit, donc forcément, ça passe un peu mieux. On voit moins les effets spéciaux. Mais non, les dinosaures sont... Non, alors, les animatronics sont super bien faites, mais les CGI, je veux dire, quand je prends Rexy, par exemple, le T-Rex, c'est... Non, il y a un fossé entre le Rex de Jurassic Park 1 et Rex de Jurassic World 2, qui est quand même la même, c'est la même, c'est exactement le même dinosaure, hein. Donc elle a, je sais plus, bon, elle a bien vieilli, hein, mais en termes de CGI, elle est complètement foirée, voilà. Après, il y a quelques bonnes trouvailles, voilà, voilà, mais je veux dire, Bayona, le film s'en sort par j'ai envie de dire, grâce à Bayona, mais sur tout ce qui est jeu de lumière, le côté un peu mystérieux à certains moments et tout ça. Mais l'histoire en elle-même, elle est bidon. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quoi, je sais pas quand, et puis c'est tout. Et puis je vous passe à tous une bonne fin de week-end. Au revoir.